le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a le vent dans les voiles. Au cours des dernières semaines, 5 séances de consultation publique ont eu lieu des deux côtés du fleuve pour percevoir les commentaires et les interrogations des communautés riveraines qui seront potentiellement impactées par le projet. TVCO était présent lors de la consultation qui s'est tenue au domaine Forget pour entendre la population charlevoisienne. Vous assistez à une séance d'information pour le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps et aujourd'hui, on soumet à la population de Charlevoix un territoire, mais un projet d'agrandir le parc marin de 3,6 fois la taille actuelle. Les partenaires qui assurent la gestion du parc marin actuel et qui projettent son agrandissement forment une association de parties prenantes assez unique en son genre. Quand on a créé le parc marin il y a 25 ans, c'était le premier. Puis on a créé le parc marin en vertu de 2 lois miroirs, une au Québec, une au fédéral. Donc depuis ce temps-là, on travaille Canada-Québec main dans la main pour mettre en œuvre. Et on peut imaginer, parce qu'il y a 25 ans, on était le premier. Donc imaginer, créer, comment faire pour protéger le fleuve. On le fait en collaboration Canada-Québec. On travaille aussi avec les Premières Nations. Les Premières Nations ont un siège sur notre comité de coordination. Donc, notre comité de coordination, c'est le regroupement qui guide les gestionnaires dans la mise en œuvre de nos actions. Donc, ils sont présents avec nous dans cette gouvernance-là. Puis, on travaille aussi avec les Premières Nations via des programmes de gardiens. En fait, on travaille avec les Premières Nations pour développer la capacité, savoir traditionnel, pour mieux protéger le parc marin ensemble, en fait. Au dire de la représentante de Parc Canada, les motivations environnementales pour élargir la zone protégée seraient nombreuses. C'est une aire marine protégée. Donc, quand on crée un parc marin, ce qu'on veut faire, c'est mettre la conservation au cœur de nos décisions, mais aussi la mise en valeur, la sensibilisation, l'éducation. Donc, concrètement, le parc marin vient avec un règlement, le règlement sur les activités en mer, qui, le jour 1, s'appliquerait dans le parc marin. Le règlement, il vise principalement à venir harmoniser la cohabitation entre les humains et les mammifères marins, la faune en général. La protection du beluga constitue l'un des arguments centraux au cœur des finalités souhaitées par les gestionnaires du parc marin. En fait, le beluga, son habitat essentiel du beluga, le parc marin protège actuellement juste 37 %. Donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles on veut agrandir le parc marin, c'est-à-dire de venir chercher 100 % de l'habitat essentiel. L'habitat essentiel, c'est l'espace que la femelle et leurs jeunes ont besoin pendant l'été pour vaquer à leurs occupations. C'est un des outils pour favoriser le rétablissement de l'espèce. Donc, le parc marin, c'est un outil pour mieux protéger cet habitat-là. Donc, on parle entre autres de distance d'approche, de vitesse, des comportements à adopter en présence des belugas. Notre règlement nous permet aussi de faire des zones d'exclusion temporaires qui permettent de créer des bulles de tranquillité dans les endroits où c'est important. On le voit actuellement dans la baie Sainte-Marguerite, dans le parc actuel. Donc, c'est un outil qui nous permet justement de mieux protéger le beluga. Madame Bergeron affirme que les co-gestionnaires du parc marin ne cherchent pas à exclure tout type d'activité humaine de l'aire protégée dans le fleuve Saint-Laurent. Le parc marin, c'est pas une cloche de verre, c'est une aire d'utilisation durable. On est donc un territoire, on tente de protéger le territoire tout en favorisant le prélèvement, que ce soit la pêche récréative, la pêche, il y a même de la pêche commerciale. La voie maritime continue de passer dans le parc marin parce que c'est important. Donc, notre approche, plutôt que d'exclure l'humain de l'écosystème, c'est de travailler avec les utilisateurs pour juste changer nos façons de faire. Ralentir, dévier de la route, garder des distances d'approche. Donc, c'est la façon dont on travaille. Certaines activités fluviales deviendraient cependant interdites dans la zone d'agrandissement projetée. En fait, il y a la loi québécoise qui vient interdire la prospection minière,
transfert d'énergie. Donc ça vient comme confirmer ça dans l'estuaire. Puis du côté du Canada, on a le règlement sur les activités en mer. Le règlement sur les activités en mer, il encadre les comportements des humains en lien avec les baleines. Donc, il y a des vitesses à respecter, des distances d'approche à respecter, et il y a certaines activités aussi qui sont contraires à la cohabitation. Dans les activités complètement interdites, il y a la motomarine, parce que typiquement, cet engin-là a des comportements plus rapides, erratiques, et il y a vraiment une co-occurrence, un dérangement important pour les mammifères marins. La même chose avec les sports de traction, les aéroglisseurs, les drones, les survols à moins de 2000 pieds. C'est à peu près les seules interdictions dans un parc marin, ouais. Chasse commerciale pour les oiseaux migrateurs aussi? Effectivement, la chasse récréative n'est pas interdite, mais embaucher un guide devient interdite dans le parc marin. Cette extension de l'aire marine protégée suscite une diversité d'opinions et d'interrogations. À date, déjà, d'entrée de jeu, la réponse est très positive. On sent que les gens ont de l'intérêt pour mieux protéger le fleuve. Donc, les préoccupations qui sortent sont en lien, évidemment, avec l'harmonisation des activités humaines versus la conservation. Il y a des questions, des préoccupations par rapport aux activités interdites via le rame, par rapport au dragage, par rapport aux interventions en berge. Mais globalement, on arrive à trouver des réponses satisfaisantes aux questions. Donc, on pense que le parc marin actuel pourrait être agrandi comme il est, puis répondre à l'ensemble des préoccupations. Est-ce qu'il y a des préoccupations du milieu des affaires, les gens qui font des affaires commerciales sur le fleuve? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort? On les a rencontrés en consultation ciblée, mais quand on explique notre projet, que dans le fond, c'est une aire d'utilisation durable, qu'on est là pour pérenniser les activités, pérenniser le fleuve, aussi la qualité de l'eau, la qualité des écosystèmes, puis qu'on va le faire ensemble, on va le faire en collaboration, en partenariat, bien, ça atténue les craintes, puis je pense qu'ils nous voient comme étant un joueur important, parce que la plupart de ces entreprises-là ont des objectifs de développement durable. Tout le monde s'entend en 2024 que la conservation, c'est important. On veut protéger 30 % de nos milieux marins, nos milieux terrestres, donc on va le faire ensemble, on peut le faire ensemble. Des résidents de Charlevoix, présents à la soirée d'information, avaient également des avis et des questionnements variés sur le projet. Bien, moi, j'habite ici à Saint-Irénée, puis j'ai entendu le projet d'agrandissement du parc marin. Et bien, je bénéficie du parc marin là, déjà qui existe, mais je me demandais là, les impacts ici. Moi, je suis sur un petit comité qui défend un peu, bien, qui promeut la pêche à la fascine. Oui. Donc, qu'il y a ici à Saint-Irénée, la famille Gauthier à L'Anse-au-Sac puis à l'île aux Coudes, oui. le Mailloux. Oui. Et je me demandais quel impact ça aurait. S'il y aurait des conséquences. S'il y aurait des conséquences malheureuses ou heureuses, parce que peut-être mon espoir, c'est que dans ce parc-là, nouveau, on valorise l'histoire aussi, tu sais, l'histoire maritime de Charlevoix, puis de toutes les autres parties qui seraient dans le parc. Puis l'histoire des pêches à la fascine est vraiment fondamentale. Bien, c'est ça, je travaille pour le comité touristique Cratère et Marée, puis enfin, on trouve ça vraiment intéressant au niveau touristique, nous, au niveau développement. Donc, on écrit un mémoire, on est en train d'écrire un mémoire là, pour appuyer le projet. Puis, bien, je vais venir prendre un petit peu des informations supplémentaires là, pour l'occasion. Est-ce que vous avez des interrogations, vous, personnellement, sur ce projet-là, ses impacts? Bien, enfin, nous, on trouve ça intéressant. Les interrogations, ce qu'on avait, c'est vraiment savoir c'est quoi le règlement, en fait, de la zone actuelle puis de la zone à venir. Et au niveau touristique, en fait, on sait que ça va gérer, en fait, un peu au niveau touristique, au niveau du développement. Nous, au niveau de Cratère et Marée, on est en développement durable. Donc, il n'y a pas d'enjeu. On n'est pas en développement d'expansion motomarine et compagnie sur notre secteur. Donc, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qu'il y en est, la préservation. On est en train de se positionner aussi au niveau d'un grand concours international pour les plus belles baies du monde. Donc, c'est vraiment, ça vient concourir un peu à toutes nos prochaines actions à venir. Là. Donc, je vais m'informer. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent devrait être officiellement agrandi d'ici la fin de l'année 2025. Sa superficie s'étendrait sur près de 4500 km²,
allant de Petite-Rivière-Saint-François à Pointe-à-Boisvert, sur la rive nord du fleuve, et de Saint-Jean-Port-Joli au Parc national du Bic, sur la rive sud. Le fjord du Saguenay conserverait la même superficie protégée. Cette semaine, à Baie-Saint-Paul, il y avait une séance du conseil municipal. Pour en parler, pour sortir les points saillants et discuter des autres dossiers d'actualité, j'accueille Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul. Michaël Pilote, bonjour. Bonjour, Martin. Cette semaine, il y a eu séance du conseil municipal. Je vais poser une question. Quel dossier vous avez trouvé le plus intéressant? Lequel vous avez dit ça valait la peine, ce conseil municipal-là? Bien, c'est une bonne question. Hein. On se réunit chaque mois justement pour adopter différents projets, que ce soit des projets de règlement, des résolutions. Et je vous dirais que cette semaine, un point qui était particulièrement intéressant, c'est venu de la période de questions du public. Hein. Toujours à la fin des séances, on donne le moment là, à nos citoyennes et nos citoyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir arriver à poser des questions. Et cette semaine, il y a une citoyenne, là, justement, du chemin Cap-au-Corbeau-Nord, si je me souviens bien, ou Cap-au-Corbeau-Sud, qui est venue nous voir pour nous dire pourquoi on reçoit énormément là, de publisacs. Bien, c'est plus des publisacs, là, mais d'encarts ou encore... Là, ça rentre par le courrier maintenant. Les gens payent un tarif poste. Avec Poste Canada. Et s'il y avait possibilité là, de pouvoir mettre un petit collant là, sur les boîtes postales pour qu'on puisse là, diminuer en fait là, le nombre de publicités qui est envoyé dans les différentes cartes postales, évidemment. Donc, c'est de permettre aux citoyens de dire « j'en veux pas » de circulaires des grands magasins. Il y a déjà la possibilité avec Poste Canada, avec la Société d'État des postes fédérales, de dire « moi, je ne veux pas recevoir là, de publicité dans ma boîte postale ». Est-ce que c'est bien utilisé? J'en ai aucune idée, honnêtement. Nous, du côté municipal, on peut, il semble qu'on pourrait là, mettre quelques règlements en place. Je vous dirais que c'est tout nouveau. Cette semaine, on a eu quand même une bonne semaine. Je n'ai pas eu le temps là, de pouvoir là, mettre du temps sur cette question-là, mais évidemment, on va regarder le tout, puisque je trouve ça bien intéressant. C'est vrai qu'on est inondé de publicité dans nos boîtes postales et en même temps, on a un plan de développement durable du côté de la ville de Baie-Saint-Paul et je pense que ça s'inscrit directement là, dans le plan de développement durable de diminuer la quantité d'impressions qui se fait sur le territoire. Donc, on va regarder avec Poste Canada comment on pourrait faire là, pour diminuer en fait le nombre de publicités qui est envoyé là, par la Poste. Une belle initiative, en tout cas, d'une citoyenne qui a profité de la période de questions. Mais il y a eu beaucoup d'autres dossiers, peut-être moins pertinents au jour donné, mais qui sont vraiment importants. Vous avez parlé, entre autres, d'itinérance. Oui. Itinérance, c'est quoi l'ampleur du problème de l'itinérance dans notre région, puis plus précisément à Baie-Saint-Paul? Parce qu'honnêtement, on ne les voit pas. On les voit peu, en tout cas. Évidemment, c'est clair qu'il y en a moins que si on regarde du côté de la métropole de Montréal ou encore de la capitale nationale, mais on en voit quand même de plus en plus. Hein? Il ne faut pas se cacher, depuis les inondations, il y a eu des logements qui ont été démolis, il y en a d'autres qui ne sont tout simplement, qui vont diminuer le nombre de logements qu'il y avait, tout ça. Et on avait déjà une problématique là, sur l'enjeu du logement avant les inondations de 2023. Est-ce qu'il y a des campements à Baie-Saint-Paul? Oui, bien, on en dénombre quelques-uns. On a des gens qui dorment dans leur véhicule, il y en a d'autres qui vont loger chez des amis. On a vu une photo qui a circulé là, sur les réseaux sociaux cette semaine d'une personne là, qui a dormi dans un endroit public dans la dernière semaine. Donc, on en voit quelques-uns, mais chaque cas d'itinérance est un de trop, à mon humble avis. Et nous, comme municipalité... Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça. Il y a un rôle qui est par la municipalité, il y en a un qui est par le gouvernement du Québec, un autre qui est auto-fédéral. De notre côté, ce qu'on vient mettre en place, c'est qu'on subventionne différents organismes, comme le Centre communautaire pro-santé, Vision d'espoir, des choses comme ça, des organismes à but non lucratif qui viennent directement en aide à ces gens-là qui sont en première ligne. Nous, à l'Hôtel de Ville, on n'a pas des travailleurs sociaux, on n'a pas des intervenants qui vont venir en aide à ces gens-là au quotidien, mais on vient subventionner cela et en même temps, on intervient directement sur les déterminants. On a annoncé en octobre dernier que la ville de Baie-Saint-Paul ira de l'avant avec un projet de 43 unités d'habitation abordables. Bien, on vient augmenter le bassin de logement. Ouvrir des possibilités aux itinérants. Mais vous avez également mis de côté une petite maison, une mini-maison en face du salon de quilles, au cas où il y aurait des problèmes d'urgence. Et vous, cette semaine, au conseil municipal, vous avez confié la gestion au Centre pro-santé. Bien, il y a une mini-maison qui a été construite là, par les étudiants du Centre de formation professionnelle de Charlevoix. Qui est située en face du salon de quilles. Oui, c'est ça. Cette mini-maison, elle appartient à la ville de Baie-Saint-Paul. Elle est cédée au Centre communautaire pour la gestion. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on en fera, ça sera à vocation sociale, mais on pourra l'annoncer la semaine prochaine là, en grande pompe. Qu'est-ce qu'on fera avec cette mini-maison? Vous gardez la nouvelle?
Oui, bien évidemment. Est-ce que vous gardez également la nouvelle pour pour le moment où vous allez implanter les mini-maisons à proximité des mini-maisons qui existent déjà? Là, bien, il y a deux choses. C'est deux dossiers qui sont totalement différents. Oui, Celle où on va procéder à une annonce la semaine prochaine, c'est vraiment à vocation sociale. Oui. Comme je dis, on va préciser à quelle clientèle cible directement elle viendra en aide. Okay. Et pour ce qui est du quartier de mini-maison, qui est près de la maison actuellement, le Dicius de la Capitale-Nationale, elles vont arriver dans les prochains jours. Il y en a 2 qui vont arriver dans les prochains jours. On en a 3 autres qui vont arriver en 2025, à la fin 2025. Et on fera des annonces là, dans les prochains mois pour préciser là, un petit peu plus d'informations, comment les gens pourront procéder à l'acquisition de ces maisons. Ça sera à vendre? Concept. Fort probablement. On est à regarder différentes possibilités au moment où on se parle. Est-ce qu'on ira en location avec amphithéose? Est-ce qu'on ira en vente? Tout ça. Mais tout ça se dessine pour que ça aille là, du côté des ventes. On va faire lotir les différents terrains. C'est assez long. Hein? Je vous dirais que l'échéancier a été modifié en raison de différents dossiers. Là, disons que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui, évidemment. On va dire comme ça. Mais je pense qu'on va quand même de l'avant. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'à la ville de Baie-Saint-Paul, il n'y a rien qui s'effectue dans le dossier du logement. Lorsqu'on est arrivé en place en 2021, on a fait en sorte de venir revoir le zonage du territoire pour qu'on vienne diminuer. On a mis en fait la hache dans le fameux B&B, dans les résidences de location touristique. Pensez-vous que ça a donné des résultats? Ben oui, moi je suis convaincu que il n'y a pas de solution magique, mais chaque pas qu'on fait, c'est des pas qui sont dans la bonne direction. Donc, on est venu régir à ce niveau-là. On a permis les habitations accessoires sur le territoire. C'est-à-dire que vous avez, mais juste sur les Airbnb, pour bien se souvenir, vous avez gelé le nombre de permis. Oui. Vous n'avez pas rendu disponible de nouveaux logements dans le marché? Pour l'instant, c'est contingenté dans les différentes zones du territoire. Donc, sur le secteur urbain, il n'y a plus aucun permis qui va se donner, exemple, au centre-ville. Mais on a donné des droits acquis à ceux qui étaient déjà évidemment, on est dans une société de droit, donc il y a certaines personnes qui détiennent un droit acquis pour le périmètre urbain. Et dans les autres secteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un nombre X. Si on y va dans le coin du domaine Charlevoix, par exemple, si on dit qu'il y a 10 permis et que les 10 sont octroyés, bien, une 11e personne doit attendre qu'un permis se libère avant d'en obtenir un autre. On a travaillé également... Ça, c'est au niveau du règlement de zonage, Oui, c'est au niveau du zonage. On a travaillé avec nos promoteurs privés aussi pour favoriser la construction de logements sur le territoire. On n'a qu'à penser au quartier des Moissons, près du terrain de soccer aussi. Sur la rue Alfred-Morin, on a vu des blocs à logements qui se sont construits. On a travaillé sur le projet des habitations de la lumière. On va procéder à des annonces pour des mini-maisons. Donc, on essaie de sortir de la boîte et de varier les solutions, puisqu'il n'y a pas une seule solution. C'est vraiment l'addition de différentes solutions qui font en sorte, je pense, d'avancer dans la bonne voie sur l'enjeu du logement. Donc, beaucoup de chantiers à venir. Oui. Quelques-uns qui commencent à se réaliser, mais beaucoup de chantiers à venir. C'est long, hein, mettre ça en place, toutes ces infrastructures-là, trouver des partenaires, trouver du financement pour les maisons et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous respectez les délais que vous vous étiez donnés en étant élu? Parce que souvent, on pense, on va régler ça dans l'espace d'1 an, 2 ans. Le chantier que vous me parlez, c'est un chantier qui va durer 6, 7, 8 ans? Bien, c'est sûr que pour le chantier du logement, hein, c'est un chantier qui est national. Il n'y a pas une municipalité au Québec qui dit « Moi, j'ai pas de problématique de logement ». Donc, on essaie de mettre en place les solutions au fur et à mesure. Mais évidemment, c'est clair qu'on parle d'un nombre d'années. Le projet des habitations de la lumière, on a bon espoir que le tout puisse débuter cette année, en 2025. Mais le quartier des Moissons, on est encore dans les bâtiments commerciaux. Là. On est encore dans les maisons commerciales. Il y a des maisons aussi, ça va quand même bon train. C'est sûr que c'est en termes d'années, mais je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura quand même beaucoup de ces projets-là qui seront réalisés. Maintenant, M. le maire, on s'en va en hiver bientôt? Oui. L'hiver va être suivi par le printemps. Puis le printemps à Baie-Saint-Paul, ça rend les gens anxieux un peu suite à ce qui s'est passé au niveau des inondations. J'aimerais savoir, il y avait des choses qui avaient été identifiées à faire avant le prochain hiver. Est-ce qu'on est prêt pour l'hiver? Puis est-ce qu'on est en sécurité? Toute réserve donnée, là, mais est-ce que les travaux qui devaient être faits pour sécuriser Baie-Saint-Paul au prochain printemps, est-ce que ces travaux-là sont réalisés? Bien, moi, ce que je dirais aux gens, quand même, c'est qu'on a eu le printemps 2024. Hein, il n'y a rien arrivé. Fait que ça, c'est quand même déjà bon signe. Faut quand même avec des aménagements qui étaient temporaires. C'est ça. Mais les aménagements qui ont été érigés sur la rue Ménard, entre autres, on l'avait dit, hein, dans un horizon de 24 à 36 mois. Donc, c'est encore présent. Il y a eu des travaux d'enrochement. On parle même d'un mur. Hein, c'est 8000 tonnes d'enrochement qui ont eu lieu sur le mur de la rue Ménard. Donc, ça, on est en sécurité dans ce coin-là. On a procédé à des études. Hein, on l'avait mentionné que les cours d'eau de Baie-Saint-Paul, que ce soit la rivière du Gouffre, la rivière du Bois du Nord-Ouest ou encore la rivière des Mares allait être analysée. On commence à avoir des débuts d'études. Sur ça, M. le maire, là, 355 000 d'études jusqu'à présent qui ont été faites.
Quand est-ce qu'on va voir les résultats de ça? Bien, vous devez quand même avoir des parcelles de résultats. On commence à avoir même, des préliminaires là, qui nous arrivent. Parce que c'est beaucoup d'études. Oui, c'est beaucoup d'études. Et en même temps, c'est pas moi qui procède à ces études. Hein. Ce sont des gens qui ont une expertise assez importante dans ce domaine-là. On vous laisse entourer des personnes qui disposent de la meilleure expertise à travers le territoire québécois. Les études commencent à arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver au courant là, des prochains mois. Et lorsque ce sera le moment venu, évidemment, on va communiquer le tout à la population. Ça va aboutir sur quoi? Sur un nouveau plan d'aménagement? Sur des mesures de mitigation en temps de... Il y aura des actions. La façon laquelle les actions vont prendre cours, on va les préciser évidemment en temps et lieu, mais on ne fait pas exclusivement ces études-là juste pour en apprendre. Ce qu'on veut, oui, on veut apprendre des choses, mais par la suite, il y aura un plan d'action avec différentes mesures qui seront mises en place sur le territoire. Est-ce qu'on devra revoir les ouvrages de protection? Est-ce qu'on devra les modifier, les bonifier? Est-ce qu'on devra laisser plus d'espace à la rivière? Est-ce qu'on devra intervenir en amont également? Bien, ça, c'est toutes des questions auxquelles les études s'attardent présentement. On a eu certaines réponses. On a eu, en même temps, on a donné d'autres mandats plus précis pour avoir plus d'informations, puisque dans les premières études, on nous disait, ah, bien ça, il faut telle ou telle chose. Il faudrait analyser plus en profondeur cette analyse. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé des analyses supplémentaires. Si on regarde du côté de la prise d'eau de la ville, hein, on a procédé à des travaux. Ça, c'est Rivière-des-Mares. Oui, c'est ça, la Rivière-des-Mares. Est-ce que ça a été sécurisé, ça? Bien, c'est en cours. Au moment où on se parle, aujourd'hui, en ce 15 novembre, il y a des travaux qui ont lieu. Ça devrait terminer, je vous dirais, dans les 2 prochaines semaines. On parle quand même d'un chantier de l'ordre autour de 700 000 $. Il y en a 75 de subventionnés par le ministère de la Sécurité publique. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que la prise d'eau potable de la ville soit en toute sécurité. Hein. Si on a des problématiques au niveau du réseau potable de la ville, on n'est pas... Ça, c'est des travaux qui sont permanents. Oui, c'est des travaux qui vont être permanents. Qui seront complétés avant... Je vous dirais, là, d'ici les 2 prochaines semaines, ce qu'on me rapporte auprès de mes équipes, c'est que tout devrait être complété dans les 2 prochaines semaines. Parlant de travaux à compléter, Maison René Richard. Oui. Encore cette semaine au Conseil de ville, des surplus encore pour la réfection du toit. Selon nos calculs, on serait rendu à presque 500 000 $ déjà de mis. Puis on est juste dans l'enveloppe du bâtiment. Est-ce que c'est bien ça, présentement, les sommes qui sont en cours? On est autour de 450 000. C'est sûr que c'est un chantier qu'on s'y attendait, hein, la Maison René Richard. Et c'était voulu, il faut le dire. Il y avait une volonté de ne pas perdre ça. On devait y aller. Hein. C'est quand même un bâtiment qui est classé au niveau de la loi de la protection du patrimoine culturel québécois. La structure était quand même endommagée au niveau de la toiture. Hein. Plus que vous pensiez? Oui, quand même. Plus qu'on pensait. On s'attendait à ce qu'elle soit bien endommagée. Et là, des fois, lorsqu'on entre dans le patrimoine, des fois, on déterre des choses. On l'a vu avec Maison-Mère. Hein. Lorsqu'il y a eu les travaux ici à Maison-Mère, on découvrait les gicleurs, c'était les ascenseurs, c'était tout ça. Et là, vous êtes dans les toitures. J'espère que vous ne découvrirez rien. Là, on est à Maison René Richard. Et à Maison René Richard, ça va quand même bon train. Les travaux devraient se terminer bientôt. On parle d'un chantier d'autour de 450 000 $. Il y a 60 % autour qui est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications. On est en discussion aussi, par ailleurs, avec ces gens. Et il devrait y avoir des annonces ultérieurement, puisque le gouvernement du Québec comprend bien l'importance pour Baie-Saint-Paul de conserver le domaine Simon et on devrait avoir du soutien. Là-dessus, vous avez créé un comité également qui a été créé là-dessus pour plus l'aménagement de tout le domaine. Hein. Là, on comprend que vous intervenez sur le bâtiment pour le sauver, mais il y a aussi un plan d'aménagement qui va apparaître pour le domaine. Oui, bien, je vous dirais que dans la dernière année, le comité a été mis en veilleuse, puisque ce qu'on voulait, c'était s'attarder à la structure, au bâtiment, de remettre en ordre le domaine. Ça va être sur le point d'être complété. Il y aura encore des travaux éventuellement, mais il y aura quand même des travaux de première intention qui auront lieu. Et là, ça va vraiment être le temps en 2025. Qu'est-ce qu'on fait avec la Maison René Richard? Quelle décision on va prendre et quelle sera la vocation future de ce site? Parce qu'il faut le mentionner, à l'arrière de la maison, c'est superbe. C'est un site c'est surprenant comme site. C'est majestueux, c'est magnifique, ça donne une entrée à la rivière. Il y a un petit chalet également qui est en piteux état à l'arrière, mais qui pourrait bien être rénové. La maison dispose d'un patrimoine inestimable. Et pour la ville de Baie-Saint-Paul, ce sera vraiment de regarder les différentes possibilités et de faire en sorte qu'elles soient pérennes dans le futur. Il y a comme un lien entre ce dossier-là puis le fait que l'espace bleu ne se réalisera pas à Maison-Mère. Souvent, on entend dire que le ministère de la Culture avait prévu des sommes pour Baie-Saint-Paul. Le gouvernement du Québec, quand même, avait fait une promesse d'achat pour une partie de Maison-Mère. Le gouvernement a décidé de reculer, de mettre en veilleuse le projet. Mais il vous a promis d'investir à Baie-Saint-Paul quand même. Bien, on a eu des discussions, je vous dirais. Est-ce que c'est René Richard, ça? Bien, je vous dirais qu'on a eu plusieurs discussions avec le ministère de la Culture et des Communications, avec le ministre même, j'ai discuté à quelques reprises. Et il va y avoir compensation pour la ville de Baie-Saint-Paul. Où? Ça sera annoncé éventuellement, mais ce qu'on veut, c'est promouvoir la culture à Baie-Saint-Paul. Hein. Baie-Saint-Paul, en culture, personne ne peut renier le fait que Baie-Saint-Paul rayonne de part et autre dans la culture, que ce soit
avec l'avenue du Cirque du Soleil, que ce soit avec le domaine Simon, que ce soit avec Maison Mère, que ce soit avec le Carrefour culturel, les galeries cet d'art. argent-là, le projet, il s'en va vers où? Le projet s'en va vers Maison René Richard? Je vous dirais que l'espace bleu, c'était un véhicule pour promouvoir la culture. Est-ce que là, on vient de mettre ce véhicule au rencard, mais il y aura d'autres véhicules pour promouvoir la culture? Et ce que le gouvernement va faire, c'est venir nous appuyer encore dans notre à maintenir notre réputation culturelle. Maintenant, à savoir quels véhicules seront choisis, bien, ça, je vous laisse encore quelques mois pour y passer. Michaël Pilote, merci d'avoir fait le tour des dossiers avec nous ce matin. C'est un plaisir. Le domaine Forget de Saint-Irénée a récemment accueilli la seconde édition du Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix. L'événement a permis le rassemblement de divers acteurs autour d'un thème commun. La thématique aujourd'hui, elle était vraiment axée sur notre thématique générale, c'est-à-dire l'inclusion. C'est-à-dire à travers les différents ateliers formations qui étaient des ateliers collaboratifs, de travailler, de réfléchir sur l'inclusion à différents niveaux. L'inclusion de manière générale d'une personne immigrante, mais l'inclusion aussi d'un humain à part entière. Parce qu'on le rappelle très souvent, qu'est-ce que l'inclusion? Parce que l'inclusion ne s'adresse pas simplement à une catégorie de personnes, mais l'inclusion s'adresse à tous les humains. Une personne donc a besoin de se sentir chez elle, et ça va vraiment dépendre de son entourage, de son employeur, des collègues de travail, etc. Tant qu'elle n'a pas ce sentiment de se sentir chez elle, elle peut repartir à tout moment. Puis nous, présentement, on a besoin de main-d'œuvre, clairement. Donc, et ces personnes nous apportent cette main-d'œuvre, mais elles nous apportent tellement en plus, elles nous apportent de la richesse, c'est la diversité culturelle, puis on voyage à travers elles sans nécessairement voyager. Puis ces opinions différentes, ça fait vraiment du bien, ça brasse les idées, il y a des projets innovants qui émanent de toute cette diversité, donc c'est très important qu'elles se sentent chez elles et qu'elles veulent rester. Le thème du forum de cette année visait à réfléchir différemment la réalité migratoire dans Charlevoix, qui est souvent pensée en termes de bureaucratie. Tu sais, ces démarches administratives au niveau du gouvernement, au niveau de l'international, au niveau des firmes, ça ne nous concerne pas. Là, je n'ai pas de pouvoir, je n'agis pas à ce niveau-là, mais là où est-ce que je peux agir, moi, pas en tant qu'Abdelkarim chargé de projet en immigration, mais en tant que citoyen de Charlevoix, c'est dans l'inclusion de tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir inclure toutes ces personnes? Qu'est-ce que je peux mettre en mesure demain, en sortant du fric? Là, on est jeudi, qu'est-ce que vendredi, je suis capable de mettre en place dans mon entreprise, dans mon entourage, au sein de ma famille, pour inclure toutes ces nouvelles personnes sur notre territoire? Les récentes annonces gouvernementales en matière de réduction des seuils d'immigration au Québec et au Canada suscitent des réactions variées chez les employeurs et les nouveaux arrivants dans la région. On ne va pas se le cacher, beaucoup d'inquiétudes. Je suis moi-même le premier concerné, étant moi-même une personne immigrante, étant moi-même en processus d'immigration administrative, donc je suis moi-même concerné par tout ça. On a beaucoup d'inquiétudes, mais on ne sait pas encore vers quoi on se dirige. Il n'y a pas encore de détails assez clairs de où est-ce qu'on s'en va. Des inquiétudes, non. C'est certain qu'on doit peut-être des fois revoir nos stratégies. De notre côté, c'est important de demeurer actif, de demeurer présent. On a développé une belle expertise au CIUS de la capitale nationale dans le recrutement international, dans l'accueil, l'intégration de ces personnes-là, des personnes qui viennent joindre nos rangs. On a besoin aussi du recrutement international pour combler l'ensemble de nos besoins, que ce soit à Québec, mais c'est encore plus vrai dans les extrémités de notre territoire, dont Port-Neuf, Charlevoix, la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est important pour nous là, de rester actifs. Plusieurs acteurs qui interagissent dans les dossiers liés à l'immigration soutiennent qu'ils resteront attentifs aux répercussions des changements à venir. Pour le moment, on est tous un peu gelés sur ces annonces, je dirais, donc j'ai pas encore de son de cloche et c'est vraiment nécessaire que j'aille m'informer. Je me suis déjà informée auprès de personnes immigrantes comment elles vivent ça. Il y en a qui sont clairement dans la mauvaise partie, ça les concerne totalement, puis c'est souvent... C'est rendu très compliqué d'être résident permanent dorénavant. Il faut faire un travail qui est considéré comme qualifié pendant 2 ans minimum, mais nos permis de travail temporaires
ne sont pas de 2 ans, mais sont d'une durée de 1 an. Donc à chaque année, il faut les renouveler. Puis là, ça devient difficile de renouveler ces permis temporaires. Et donc si on ne fait pas 2 ans, puis qu'en plus on n'a pas un travail qualifié, on n'est pas capable d'accéder à la résidence permanente. Donc, c'est des frais pour les employeurs, c'est des frais pour les employés. Je crois qu'on n'est pas à l'étape d'entendre encore des sons de cloche, là. T'sais, on est plus à l'étape premièrement, capter la nouvelle, là, parce que, mine de rien, c'est quand même une décision qui a été prise à nos paliers de gouvernement, mais avant que ça aboutisse comme conséquence sur le terrain, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Puis on va pouvoir, après ça, évaluer les dommages que ça cause sur le terrain, mais c'est clair qu'il va y en avoir. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? C'est trop tôt pour le dire? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Puis, tu sais, j'en profiterai en même temps pour écouter, tu sais, davantage les entreprises de la région avant de m'avancer sur certaines positions. Mais je suis certaine que ça va avoir des conséquences, entre autres sur la pénurie de main-d'œuvre, sur, les gens aussi qui sont en couple avec des gens de l'extérieur et qui veulent faire venir leur famille. C'est clair que ça va avoir des répercussions sur les délais de délivrance de permis aussi ou d'immigrants d'être reconnus comme Canadiens, Québécois. Alors, ça a des conséquences aussi sur la francisation dans nos écoles présentement. Fait que, tu sais, c'est des choses que je vois poindre, mais seul le temps va nous donner les conséquences, les vraies conséquences. Bien, de notre côté, on continue de faire les activités qu'on fait en termes de recrutement international. Faut comprendre qu'on a déjà des choses en cours, donc on s'ajuste selon les paramètres actuels qui nous sont donnés. D'ailleurs, ça ne remet pas en question tous les gens qu'on a déjà recrutés pour lesquels on est en processus d'immigration. Ça ne remet pas en question non plus la prochaine cohorte d'infirmiers diplômés hors Canada qui est prévue arriver dans Charlevoix en mars 2025. Donc, on parle plus de s'ajuster selon les paramètres actuels qui évoluent présentement, mais qui évolue aussi là, depuis des années déjà. On ne peut pas dire tout de suite quelles sont les répercussions dans notre région. Il va falloir qu'on en discute. Prochainement, on a une rencontre avec des organisations en lien avec la francisation. On va commencer à solliciter les employeurs qui recrutent à l'international pour voir quels effets ces mesures vont avoir. Donc, ça va prendre plusieurs mois avant déjà d'avoir des réponses. Et je pense que ça va prendre au minimum 1 année avant d'avoir vraiment l'impact réel au niveau économique. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui devait s'adresser au grand public pour conclure ce forum régional, a annulé sa présence à l'événement dans les jours qui ont précédé son déroulement. Une 3e édition du forum régional sur l'immigration dans Charlevoix devrait se tenir au cours de l'année 2025. Dans le cadre d'une série d'événements visant à consolider le potentiel agricole de la région, la MRC de Charlevoix a récemment organisé une journée-conférence destinée à des producteurs agricoles de chez nous. Les différentes activités proposées lors de cette journée avaient pour but d'informer les agriculteurs sur la saine communication à mettre de l'avant lors de transferts de fermes et de reprise des activités agricoles par les plus jeunes générations. C'est une journée sur la communication. Il faut dire que c'est dans le cadre de notre plan de développement de la zone agricole qu'on a pour 2022-2026. Il y a une action qui est précise sur la relève d'entreprises agricoles. On le sait, la relève, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus dans le futur, dans les prochaines années. Puis, on a décidé là, de vraiment axer, dans le cadre de notre PDZA, on a un axe qui est vraiment pour la relève. On a déjà fait une première activité qui était plus de démystifier un peu c'est quoi le transfert d'entreprise pour une entreprise agricole, commencer à parler de tous ces sujets-là pour voir un peu vers où on s'en va. Aujourd'hui, c'est la communication. On le sait, la communication, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit en couple, avec nos enfants, dans notre vie au travail, si on ne communique pas bien, bien des fois, il arrive des petits accros, puis c'est là que la situation peut dégénérer. Alors, c'est encore plus important quand on est dans une relève, je dirais, apparentés, là, donc le père, la mère, les enfants qui veulent prendre la relève, qui ont des styles de gestion différents, sont beaucoup plus jeunes, fait qu'ils arrivent avec des nouvelles idées. Et tout dépendant du style
de communicateurs que chacun est, bien, des fois, ils peuvent ne pas se rejoindre et ça peut amener soit des frictions ou que la transaction ne se fasse pas parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre sur comment la suite de l'entreprise va se faire. La thématique de cette activité se voulait d'autant plus pertinente puisqu'elle a permis d'aborder un sujet parfois tabou dans la gestion des entreprises agricoles. La communication, c'est pas souvent quelque chose qu'on aborde quand on est dans un transfert ou dans une relève. Alors que c'est primordial. C'est primordial. Fait que si on éveille nos agriculteurs, nos promoteurs à aller vers ça, de se connaître comme il faut, de travailler ensemble, puis de parler des choses qui nous dérangent aussi, parce que des fois, il y a des affaires qui nous dérangent, mais si on les nomme pas, bien, ça va rester, ça, toujours en arrière-plan. Fait que c'est comme tout ça qu'il faut qu'on travaille ensemble pour se donner des bons outils pour réussir comme il faut cette relève-là. Normalement, on a un titre qui va être plus dominant, mais on n'est pas un seul titre. Une conférencière spécialisée a été invitée pour animer cette journée. Ce matin, ce qu'on a abordé, c'est les styles de communication. Donc, les gens ont eu la chance de découvrir sur chacun leur style qu'est-ce que ça implique quand on a un certain style de communication et qu'est-ce que ça implique quand on a à travailler avec quelqu'un qui a un style différent de communication. L'activité s'inscrit dans un mandat bien défini de la MRC de Charlevoix. L'accompagnement, ça, c'est vraiment le core business là, au côté conseil qu'on fait les conseillers aux entreprises. C'est vraiment de l'accompagnement, que ce soit démarrage, expansion, des fois de la consolidation, mais aussi la relève. Donc, on a des créneaux, tu sais, on peut être autant dans des entreprises manufacturières, des entreprises de commerce de détail. Et l'agriculture, c'est particulier parce que c'est quand même les gens qui se sont investis dans leur entreprise en agriculture ont mis énormément de temps, souvent sans être nécessairement payés à leur juste valeur. Fait que quand ils arrivent pour vendre l'entreprise, c'est quand même un gros morceau là, pour un jeune qui veut prendre la relève. Fait que, tu sais, il y a quand même un accompagnement spécial à faire avec eux qui est dédié à l'agriculture. Puis, c'est ça, on essaye des outils comme il faut en fonction de leur créneau, ce qui est peut-être moins compartimenté par rapport à d'autres types d'entreprises qu'on a. La journée a permis le partage de témoignages propres aux réalités agricoles. Les gens réalisent parfois que c'est vrai que je prends plus de place à prendre des décisions, ou ils vont découvrir aussi sur les autres. OK, là, je comprends mieux pourquoi ma relève elle prend moins de leadership rapidement ou elle est moins proactive. Donc, ils découvrent autant sur eux que sur les autres. Pourquoi vous avez décidé de participer à l'activité aujourd'hui, justement? On est là-dedans, justement, le transfert de ferme, là, avec la fille, puis le garçon, ça quoi le pourcentage de part, puis savoir la communication aussi, là, avec les jeunes, bien, on n'est pas de la même génération, ça fait qu'on n'a pas toujours les mêmes idées et les mêmes choses. Comment vous avez vécu la journée aujourd'hui? Bien, la journée aujourd'hui, c'est le fun. Écoute, ça fait découvrir, ça fait parler entre nous autres aussi, entre les gens, ça fait découvrir des choses, puis ça va nous permettre peut-être, la journée n'est pas finie, là, mais d'aider aux échanges parents-enfants. La MRC compte poursuivre sa mission d'accompagnement et de mise en valeur des producteurs agroalimentaires charlevoisiens. On fait cette journée-là, mais si on voit qu'il y a vraiment un engouement pour les communications, bien peut-être qu'après les fêtes, on va continuer à aller plus loin encore pour gratter comme il faut, parce qu'après ça, on va aller sur la fiscalité, on veut faire une activité sur la fiscalité, suis-je transférable? Donc, un transfert d'entreprise, ça ne se prépare pas 5 jours avant que ça soit prêt à être fait, là, donc ça se planifie des années à l'avance. Fait qu'on va faire une activité là-dessus. Fait qu'on a différents sujets là, qu'on veut amener là, pour vraiment faire réfléchir nos promoteurs. Il y en a qui sont ici, qui n'étaient pas à la première conférence, puis qui sont peut-être pas à la prochaine, mais on rejoint quand même pas mal de monde là, à chaque fois. Fait qu'on est très satisfait de ce résultat-là. Pour en apprendre davantage sur le plan de développement de la zone agricole de la MRC de Charlevoix, les personnes intéressées peuvent consulter le site web de l'organisation.